Merci de nous regarder. En ces jours, nous parlons et nous échangeons avec le professeur ordinaire Mbayo Moussewa, Laki Maurice, avec ces magnifiques livres qu'il a publiés depuis septembre 2020 sur la burogamie ou l'art de l'alibi conjugal. Professeur, vous êtes le bienvenu dans ces studios et nous sommes très heureux de vous accueillir. Vous êtes professeur ordinaire et vous enseignez à l'université de Lubumbashi, à l'UNH, aussi à l'UPEL, mais vous êtes doctorant en sciences de gestion à l'Universitat Trier, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, d'Allemagne, où vous avez d'ailleurs obtenu le prix, vous êtes lauréat du prix DAD en 1996. Bienvenue. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir d'être avec vous et de partager sur ce que les autres écrivent. Je remercie la chaîne pour ces soucis-là, de faire partager ce que d'autres personnes ont écrit. Effectivement, j'ai fait mes études universitaires à l'université de Trèves en français et en Allemagne à l'université de Trier, et où j'ai obtenu le grade de docteur en sciences de gestion, et avec le prix que vous avez mentionné. Alors, vous avez écrit La burogamie ou l'art de l'alibi conjugal en septembre 2020. C'est d'ailleurs l'objet de cette émission aux éditions Économie et Gestion. Et vous dites que la burogamie, c'est justement cette analyse que vous venez apporter de la polygamie urbaine, que vous appelez par le mot le plus profond et percutant, le territoire privé. Parce que le foyer, connu par tous, qui n'a pas d'accès ou des limites, c'est les biens publics, tels que les économistes l'appellent. Voilà, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'un jeune homme licencié en droit, qui vient de terminer ses études universitaires, se marie. Déjà la première année de son mariage, il se trouve avec soit une cousine, soit une nièce, de son côté ou du côté de son épouse. Et le couple n'a même pas le temps de se connaître, donc de vivre à deux. Et le nombre de membres de la famille dans ce foyer ne fait qu'augmenter. Peut-être à la 7e année, le jeune homme s'est dit, non, je ne vis plus au niveau de mon standing. Il voit ses copains qui vivent mieux, et qui viennent d'autres provinces de la RDC. Donc il n'y a pas directement les membres de la famille. À chaque fois. L'accès est un peu limité en fait. Voilà, la belle-mère ne peut pas surgir tout à coup, ou les beaux-pères, ou l'oncle, etc. etc. Alors il décide, son foyer est devenu ainsi ce que vous avez épinglé, un bien public. Un bien public, c'est comme un schéma, la route que nous avons empruntée aujourd'hui, ni vous ni moi n'avons payé pour utiliser la route. Donc c'est comme cela. Les membres de la famille viennent, entrent et sortent. Il s'est dit, il faut que je puisse trouver une solution. Mais il entre dans une phobie, cette peur de ne pas jouir des fruits de ses études. C'est quand même 5 ans dur labeur, et à l'époque, avec la blisaille, etc., etc., les souvenirs se sont encore dans la tête. Et il décide donc de créer un territoire loin des yeux des membres de sa famille, le territoire qui est privé, dont l'accès est cautionné par un visa. Donc c'est lui qui décide qui y accède et qui n'y accède pas. Alors, vous dites que ça crée justement la fuite
de l'homme, la burogamie, parce que au départ, cet homme-là, au nom de la solidarité, vous venez d'ailleurs de le dire, hein, d'autres mots, au nom de la solidarité, était prisonnier des membres de sa famille élargie, mais la burogamie, là, c'est la fuite totale de l'homme. Oui, donc, dans les livres, vous l'avez découvert peut-être, la burogamie est due au fait d'un abus. D'un abus de la solidarité africaine. Il se trouve au centre de toutes les préoccupations de la famille, de toutes les demandes. Donc, ses frères et cousins qui, les uns ont 2, 3, 4 femmes, et lui n'a décidé d'avoir que 2 enfants. Hein, alors, c'est lui qui doit résoudre tout cela. Donc, il se trouve devant cette fuite des responsabilités des membres de sa propre famille. Et alors, il dit, je vous laisse alors mon foyer. Cette question, elle est profonde lorsque vous la posez, lorsque j'étais en train de lire ces livres. Pourquoi un homme marié irait, justement, comme vous le dites, qu'est-ce qui pousse à un homme marié d'entretenir 2, 3 femmes, 2 fois même en parallèle? Et là, vous creusez à travers cette étude la cause profonde, justement, de la burogamie. Vous allez découvrir les facteurs au niveau de la genèse et la naissance, même la motivation de la burogamie. Voilà, donc, il fallait que je puisse expliquer d'où les sources profondes de la polygamie d'abord. Ouais. Vous avez vu, j'ai fait un tour dans beaucoup de cultures. Ouais. C'est l'une des questions, on va y revenir justement. Ouais. Et pour voir si c'est une spécificité congolaise ou africaine. Ce qui n'est pas le cas, on va y revenir. Ce n'est pas le cas. Ouais. Donc, partout au monde, ces phénomènes existent. Mais la burogamie est donc mot que j'ai forgé. Donc la burogamie vient de bureau, puisque quand l'homme commence à entretenir cette relation parallèle, il rentre tard à la maison et se lui pose la question, d'où est-ce que tu viens? Il dit du bureau. Donc c'est l'alibi que l'homme utilise. Et comme il vient du bureau, il est fatigué. Donc il n'est plus disponible. Maintenant, ce qui l'envoie vers l'autre femme, dans les bras de l'autre femme, ce sont les membres de sa famille, ne les sachant pas inconsciemment. Donc, j'ai parlé de ce qui est à l'intérieur de chacun de nous. Nous suivons d'abord la satisfaction de notre ego. Nous vivons dans une société, mais c'est d'abord nos besoins. Et ce sont ces besoins de cet homme qui n'ont pas pu être satisfaits. Ainsi, il a fui, il est parti. Pour moi, je dirais que cette étude, elle est complète parce que quelque part, vous abordez la notion de gain et de perte de la burogamie. Très important. Oui, c'est-à-dire, mon idée a été de trouver, de partager la rationalité qui se cache devant ces comportements. Oui. Et si ces hommes burogamiques étaient rationnels, et bien alors, il faudrait que nous tous, nous puissions suivre ces modèles-là, ces comportements-là. Alors, il s'est fait que quand on va en profondeur, puisque j'ai parlé avec des hommes qui entretiennent des bureaux, de toutes les classes sociales, même des professeurs d'université. J'ai parlé avec des femmes burogamiques et qui m'ont fait part de leurs souffrances. C'est pas toujours une bonne situation d'être femme bureau, du fait d'ailleurs qu'on n'est pas reconnu et surtout par
la belle famille, donc la famille des son entre guillemets époux, qui ne voudrait pas être reconnu. Ouais. D'ailleurs, il y a une des femmes qui a été très touchée, qui a raconté que un jour, on venait d'enterrer un ami. Nous, femmes bureau, nous avons été. Mais quand il fallait rentrer, tous les hommes ou toutes les personnes qui avaient des véhicules n'ont pris que les femmes, épouses. Ouais. Ils sont restés là à attendre que quelqu'un de bonne foi puisse passer. Et donc, la bureaugamie a des gains. Le premier gain, l'homme trouve un certain équilibre temporairement. La bureaugamie a des coûts. L'exemple le plus important dans l'histoire du XXe siècle, c'est le président Mitterrand qui entretenait pendant des décennies une relation bureaugamique quand il n'avait plus rien à perdre. Il a convoqué les journalistes pour organiser une conférence de presse pour dire « j'ai un enfant, j'ai une fille », puisque aucun homme ne veut entendre que son enfant puisse être nommé bâtard. Du côté des femmes, il n'y a pas de bâtards. Ce sont les hommes qui connaissent des bâtards, puisque ce sont les femmes qui donnent la vie. Oui. Donc, de toute façon, c'est leur enfant. Et maintenant, à ce moment, il veut rendre publique une relation qui était cachée. Pourquoi? Parce que les hommes, ne pouvant pas mettre au monde, veulent pourtant être éternels. Et cette éternité n'est conférée que par des femmes. Oui. Il n'y a que la femme qui est le vrai père de l'enfant. On peut toujours douter de la paternité, mais Voilà, jamais de la maternité. voilà. C'est ainsi que les hommes retournent un peu plus tard, quand ils n'ont plus rien à perdre, vers leur épouse légale. La bureaugamie ou l'art de l'alibi conjugal m'a permis de comprendre une notion très importante, professeur. Oui. C'est que les femmes bureaux ont leurs secrets, parmi lesquels la loyauté. Oui, voilà. Pour que les hommes puissent rester longtemps dans une relation, dans cette relation, d'ailleurs dans toutes les relations, les hommes maintenant avec grand H, il faut quand même une certaine loyauté. Et dans un premier temps, les femmes bureaux se consacrent entièrement au service de ces hommes-là. Les attendent toute la journée. Oui. Et quand l'homme arrive, son plat préféré est prêt et chaud. Et ça plaît aux hommes, à tous les êtres humains. Ouais. Néanmoins, il y a des cas qui ont été, qui sont connus, des femmes bureaux qui ont entretenu des relations également parallèles avec d'autres hommes. Des petits poissons. Voilà, des petits poissons. Mais alors, dans ces cas, c'est fatal, puisque le jour où l'homme découvre, c'est la fin de la relation. Donc, les femmes bureaux s'abstiennent, la majorité. Plutôt, le phénomène petit poisson, c'est la revanche de l'épouse, de l'épouse, la dame en fait, la légale, le la bien dame, public. Voilà, qui dit, ok, j'ai me procure également aussi le plaisir, le bonheur, où je vais, quand je vais, et des fois même au prix
Non, les femmes entretiennent. Oui. Entretiennent les petits poissons. Oui. Et donc, et certains sont des étudiants, et donc payent les minervales, payent ceci, donc, et c'est en quelque sorte le retour de l'ascenseur de certaines, donc des femmes aux hommes. Très bien. Quelque part, professeur, j'ai vu que vous avez élaboré, vous avez établi dans une certaine mesure cette analyse aussi pour aller comprendre justement la différence entre ceux qui vivent dans la polygamie, avec le phénomène bien évidemment la birogamie, et ceux qui sont monogames. Voilà. Moi, je suis ici, je vous révèle, d'une famille polygamique. Donc j'ai vécu au village, moi j'ai grandi au village, donc mon papa avait 3 femmes et tous les enfants, tous, nous vivions ensemble, nous partageons même les lits et nous mangeons ensemble. Hein? Donc les enfants de la seconde femme de mon papa sont mes frères. Donc, frères, le seul problème était, et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ces livres, quand je suis en Allemagne, je me prépare à rentrer au Zaïre. Il fallait que je puisse apprêter chaque fois 3 cadeaux. Si je dois apporter quelque chose à ma maman, il faut que j'apporte à la seconde épouse de papa, la deuxième et la troisième. Identique, pas moindre. Oui. Hein. Et ici, c'est une chemise que je vais apporter à mon frère. C'est lui qui est issu de ma maman. Hein. Et il faudra que je ramène également 2 chemises de valeurs équivalentes aux 2 autres frères, dans la deuxième et troisième femme. Bon, cela n'a pas été facile. Si j'étais ici d'une famille monogamique, je n'allais pas avoir ces problèmes-là. Mais il y a également des avantages en tant qu'enfant vivant dans la polygamie. Donc, par exemple, nous, on mangeait 3 fois. Donc, quand la première femme prépare, la deuxième femme prépare, la troisième femme prépare. Donc, et la solidarité entre nous était très, très forte. Donc, plus forte que dans les cas d'un enfant unique, donc monogamique, où ils sont à 3 ou 4. Très bien. Cette étude est aussi, vous venez de le dire, les résultats permettaient la tautologie d'une étude comparée. Vous êtes allé un peu partout pour justement fouiner et comprendre et nous expliquer ce phénomène par votre mot aujourd'hui, la birogamie. Est-ce qu'aujourd'hui, on a la même appréhension de ces phénomènes en Afrique, en Occident, dans la culture arabe par exemple, dans la culture péruvienne avec un cas spécifique? Je dirais non. La birogamie, nonobstant le fait que la polygamie, nonobstant du fait qu'on peut, elle se retrouve partout, dans toutes les cultures, pour des raisons différentes. Elle a des caractéristiques spécifiques à des cultures. Okay. Ce qui se passe dans le monde arabe, dans un harem ou autre, c'est différent de ce qui se passe, de ce qui s'est passé dans mon village. Et malgré le fait que c'est la polygamie. Donc, et ce qui se passe au Congo est différent de ce qui s'est passé ou ce qui se passe encore en Amérique latine. L'une des choses qui me pousserait
à demander aux gens de se procurer ces merveilleux livres et les parcourir. C'est la page 103, si vous permettez que je puisse lire. S'il vous plaît. Dans une relation entre un homme et une femme, la sexualité joue un rôle important. Elle constitue le point tournant, point angulaire de cette relation. La sexualité peut transformer une personne. Elle peut changer la façon de penser, de se percevoir et de concevoir l'environnement d'une personne. La sexualité pénètre ses sentiments le plus profond et la manière dont la personne se représente cette relation. De quoi toujours aussi comprendre l'objet d'échange social entre l'homme et le bureau. Voilà. Hein. Donc, la sexualité, je voudrais dire, pour ne pas entrer dans la spiritualité, hein, donc, c'est cette capacité que Dieu a donnée aux hommes avec un H de se reproduire. Très bien. Hein, donc de créer. Hein, à travers la sexualité, l'homme et la femme créent. Hein, donc, c'est pas seulement physique. C'est spirituel, psychique. Et donc, il y a beaucoup de relations que les hommes ne comprennent pas encore. Et maintenant, pour les femmes, il y a une différence entre la compréhension de la sexualité chez les hommes et chez les femmes. Très bien. Les hommes comprennent la sexualité comme pas une relation qui les lie. À la femme. À la femme, non. Ils peuvent avoir une relation sexuelle et ça peut s'arrêter. Voilà. Alors que quand la femme se donne à l'homme sexuellement, donc, pour elle, elle donne une partie d'elle. Donc, par exemple, celle qui va donner, excusez-moi, sa virginalité. Oui. Donc, c'est très profond. Elle donne à toute sa vie. Toute sa vie, donc c'est... Pendant que pour l'homme, c'est peut-être une marchandise. Donc, c'est ce que j'ai voulu exprimer dans ces chapitres-là. Que les femmes comprennent, mais que les hommes, très peu d'hommes, y accèdent. Merci parce que moi je l'ai compris aussi, professeur. Okay. C'est la raison pour laquelle ça m'a révolutionné. Très peu d'hommes comprennent. Merci. Oui. C'est presque la fin de cette émission. Hein. C'est une peut-être brève émission, mais qui consistait justement à présenter ces livres. On ne va pas épuiser toutes les richesses de ces livres, sinon on doit inviter les gens à le parcourir, à les lire. Ils peuvent se les procurer. Les livres sont vendus chez Bicosé, sur l'avenue Munongo 108, ici au centre-ville. Donc, il est là pour les hommes biburogamiques et les hommes qui ne le sont pas. Vous êtes la bienvenue, et surtout pour les femmes, puisque vous avez vu, j'ai dédié ces livres à toutes les femmes. Donc, les femmes peuvent également les lire. En tout cas, merci de l'invitation. Merci beaucoup. Les jeunes hommes et surtout les jeunes filles, ça peut vous procurer tant et tant de connaissances. Vous pouvez aussi chercher le professeur Mbayo Moussewa Laki Maurice à l'UNH, à l'UNELU ou même à l'UPEL, dans des facultés précisément d'économie. Permettez un petit coucou à Marie-Belle, votre épouse, celle que vous appelez Malakite. Merci beaucoup pour tous les mots qui vous sont dédiés. Pourquoi pas aux 4 princesses qui sont en Allemagne. J'ai cité Laki, ma Francine, Yabigela, ma Claire Bernadette Gouaïgoulou, ma Marie Mala, plutôt j'y arrive, Marie Malaïka Michel et Massifa Bénédicta de Maillé. Merci aussi à vous de nous avoir regardés et retrouvez notre émission sur YouTube Arc-en-Ciel RTV officiel.